Bonjour, bienvenue, prenez place derrière la main courante, 5e épisode du nom. Attention, on devient aussi régulier qu'une connerie dans la bouche de Raymond Domenech. Si vous nous découvrez aujourd'hui, le site c'est footballcampagne.com et vous pouvez nous suivre sur Twitter @fc_campagne et sur Instagram en tapant footballcampagne tout attaché. Pensez aussi à suivre Derrière la main courante sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Jean-Jacques Goldman voulait aller au bout de ses rêves et il y a de fortes chances que notre invité du jour ait suivi son conseil dès le berceau. Alors qu'il n'a fait aucun centre de formation et qu'il se destinait à une vie de journaliste, notre invité a décidé de tout mettre entre parenthèses pour tenter de devenir un footballeur professionnel. De Singapour à l'Australie jusqu'en Finlande, il nous raconte son parcours atypique pour atteindre son rêve de ballon rond. Antoine Lemarié, comment ça va ? Bah écoute, ça va super. Je suis en Finlande sur la fin de ma saison là et je profite. Je sais pas où je serai encore la saison prochaine, donc je profite tant que je suis ici. Alors, juste petite question, parce que là tu es sur la fin de ta saison. La saison, elle va de quand à quand en Finlande ? Ça a un peu changé avec le Covid, mais en général, ça se déroule durant l'été. Donc là, on a commencé en, si je dis pas de bêtises, en juin, juillet, août, septembre, octobre. Non, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, 5 mois ça dure. D'accord. Donc c'est des saisons assez courtes. Alors, juste pour expliquer aux gens qui vont écouter ce podcast, toi, tu as un parcours assez atypique, tu as un peu le parcours, j'ai envie de dire, à revers de beaucoup de footballeurs pros, c'est-à-dire que au final, t'es pas passé par un centre de formation et que tu te destinais pas forcément à devenir footballeur pro parce que tu as fait une école de journalisme en fait. Tu jouais au niveau régional, si je me trompe pas. Exactement. Dans le sud, vers Aix-en-Provence. Ouais, c'est ça. Et la vie a fait que un jour, t'as eu une opportunité et tu t'es dit pourquoi pas faire footballeur pro. Ouais. Alors tout ça on va le dérouler dans le podcast. Mais avant de commencer à parler de comment t'en es venu là et à parler de ton parcours qui t'a amené on va dire alors que je me souviens bien de Singapour en Australie en passant un peu par l'Angleterre et en Suède et aujourd'hui en Finlande. Exactement. Je vais te poser la question un peu traditionnelle de ce podcast, c'est ton premier souvenir de foot. Mon premier souvenir de foot, je crois que je me rappelle, c'est quand j'étais à côté de chez moi dans mon premier club. J'avais 5 ans et je venais de m'inscrire au foot et j'étais parti jouer avec, je me rappelle encore de mon premier équipement, mes premières chaussures et tout, et je jouais encore avec mes petites lunettes à l'époque. J'avais des lunettes et c'était un vieux stabilisé comme on n'en voit plus trop maintenant en France, mais je pense que c'est ça mon premier souvenir. C'était où ? À Aiguille, ça s'appelle, à côté d'Aix-en-Provence. D'accord, ok. Donc du coup, mais qu'est-ce qui t'avait amené à t'inscrire au foot ? Qu'est-ce qui t'a plu ? J'avais 5 ans, donc j'étais tout petit, mais apparemment dès que j'ai commencé à marcher, enfin mes parents m'ont dit que directement je tapais dans le ballon et tout, ça a toujours été mon premier truc. Et je crois que j'ai fait un petit peu de judo avant, mais ça m'a pas du tout plu. Et après je me suis tourné vers le foot et j'ai directement accroché et j'ai jamais lâché ensuite. J'ai vraiment pas essayé 2000 sports comme plein d'enfants le font. Dès que j'ai eu le foot, je suis resté là-dessus quoi. D'accord. Et du coup, c'était quoi ? Enfin, t'as joué à quel niveau à peu près dans ta jeunesse ? C'était toujours du régional. Et après, j'avais un bon niveau quand même. J'étais souvent même tout le temps, dans les équipes premières de mes clubs. Mais c'était pas des grands clubs de la région, donc ça nous emmenait pas à jouer contre des réserves ou quoi. Donc j'ai jamais pris le risque d'aller un peu plus loin que chez moi en fait à l'époque. Après je l'ai largement pris finalement, mais au début non, c'était réserve en général, ouais. R2 Excellence ça s'appelait à l'époque, ce genre de. C'était du district même, hein, parfois. Première division de district, mais du district, ouais. D'accord. Aujourd'hui, malgré tout ça, un parcours où on se dit, bah voilà, où il y a plein de gens qui continuent à jouer, on va dire, à ce niveau, ou même des fois descendre de niveau juste pour jouer avec les potes et tout, bah toi, t'as pris le chemin inverse, t'es devenu footballeur pro aujourd'hui. Et comme tu l'expliques sur ta chaîne YouTube, dont on donnera le lien en description et aussi à la fin du podcast, tout ça, c'est parti d'une histoire de ballon dégonflé à Singapour. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça s'est arrivé ? Ouais, alors le ballon dégonflé, c'est un détail, mais en fait, l'idée d'être footballeur professionnel, ça a toujours été un rêve dans ma tête. C'était quand même pas un truc... j'y croyais plus, mais l'histoire du ballon dégonflé l'a relancé en gros. Et donc, Singapour, ça s'est fait que je suis parti pour mes 20 ans rendre visite à mon oncle et ma tante qui habitaient à Singapour. Et... comme partout où je vais en vacances, je joue au foot en fait, juste pour le plaisir quoi. Et je suis parti jouer il y a mon oncle qui joue au tennis dans un club de Singapour qui s'appelle le Cricket Club. Et à côté du terrain de tennis, il y avait un terrain de foot. Donc moi, je suis parti jouer avec mon cousin. Et on a vu juste un vieux ballon dégonflé. Il y a une équipe qui commence à s'entraîner. Donc je me dis, je vais aller demander au coach s'il peut m'aider à gonfler mon ballon. Et là, le coach
discute avec moi, il me dit je t'ai vu taper des transversales et tout, si tu veux tu pourras venir t'entraîner dès demain avec nous si ça te fait plaisir ou je sais pas quoi. Il m'invite à leur entraînement quoi. C'était pas un club pro, hein, c'était le club c'était très sérieux mais c'était pas pro. Et du coup dès le lendemain moi j'avais 2 semaines de vacances, je me dis pourquoi pas, je vais aller, c'est intéressant tu vois, j'allais jouer avec des Anglais pour la première fois, il y avait un peu plein de nationalités qui se mélangeaient dans ce club. Le lendemain, je vais jouer avec eux. J'arrive dans le club vestiaire avec tous les maillots prêts, comme j'avais jamais vu. Je me disais, ah oui, là, on est quand même sur un truc. Parce que c'était assez huppé, quand même, finalement, comme club de Singapour, tu vois. Et donc, je fais les entraînements, ça se passe bien. Et il se trouve que le week-end suivant, c'était le dernier week-end avant que je reparte en France, ils avaient un tournoi. Donc, ils m'invitent au tournoi. Et le tournoi, en fait, c'était contre d'autres équipes. Une équipe de Français, une équipe de Suisse, une équipe de Danois. Enfin. Que des expatriés à Singapour, mais qui ont créé leur club comme si c'était leur sélection nationale en gros. Et le tournoi, donc j'y vais le week-end suivant. Et dans mon équipe, en fait, ce jour-là, il y a un mec qui s'appelle Alexander Duric, que moi je connais pas du tout à l'époque, hein, on connaît rien du football singapourien de toute façon. Et en fait, ils me disent que c'est une ancienne légende du football de Singapour. Il a été, il est pas singapourien de base, mais il s'est fait naturaliser et il est meilleur buteur de la sélection nationale, etc. Enfin, le mec a un parcours de dingue, il a été aussi kayakiste aux Jeux Olympiques, c'est un truc de fou. Ah ouais, incroyable. Ouais, il a une vie, c'est incroyable. Et donc quand je suis avec lui, ils me disent écoute, tu devrais lui parler si ça t'intéresse de faire du foot plus sérieusement et tout. Et toute la journée, le tournoi se déroule, on joue ensemble dans la même équipe. Au fur et à mesure, je prends un peu de plus en plus de temps de jeu. Parce qu'au début, forcément, j'étais pas un mec du club. Donc le coach, il allait quand même pas me mettre à la place du mec qui paye sa licence. Et au fur et à mesure, dans le tournoi, je faisais des bons matchs. Donc il me met titulaire. On arrive en finale, je me rappelle, contre les Danois. Et Alexander Duric, à la fin du tournoi, il me dit écoute, je pense que ton niveau, il est assez bon pour pouvoir jouer ici dans le championnat de Singapour, professionnel. Donc pas celui avec lequel on jouait là actuellement, mais le vrai championnat. Mais en revanche, la saison, elle commence en janvier là-bas. Donc, il faudrait que tu reviennes au mois de décembre quoi, pour faire des essais. Là, c'était l'été à ce moment-là, c'était pas le moment. Quoi. Et il me dit, si tu reviens en janvier, moi, il n'y a pas de souci et je peux t'aider à dégoter un essai ou quoi. Je connais tout le monde dans le foot ici, tu vois, c'est un petit pays, donc bien sûr. C'est de la légende. Donc, moi, il me dit ça, fallait pas me le dire 2 fois non plus. Tu vois, à ce moment-là, j'étais en train de faire mon école de journalisme. J'en étais j'avais fait 2 ans déjà, je crois. Et il me restait 1 an pour finir ma licence. Et quand il me dit ça, je me dis en vrai, c'est peut-être l'occasion ou jamais, parce que quand est-ce que dans ma vie j'aurais peut-être une autre occasion de devenir footballeur professionnel, c'est maintenant, j'ai 20 ans, c'est déjà un peu tard et tout, tu vois. Et je suis rentré chez moi en France, j'ai dit à mes parents, je vais arrêter l'école et me lancer dans tenter ma chance pour devenir footballeur professionnel à Singapour. Donc vraiment la phrase improbable que tu t'attends jamais à dire dans ta vie. Et mes parents, franchement, ils ont été super cool parce que l'école, c'était une école privée, payante. J'avais de la chance, c'était eux qui me la payaient, mais c'était quand même, ils ont déboursé pas mal d'argent pour ça. Et d'un coup, je leur dis que je veux arrêter pour. Je me disais peut-être je reprendrai plus tard, tu vois, mais en soi, si je signais un contrat à Singapour, j'allais pas finir l'école. Donc, ouais. Et ils m'ont quand même laissé et ils m'ont dit écoute, tu fais ce que tu veux. Nous, on veut pas t'intervertir, on veut pas t'empêcher de vivre tes rêves et tout. Et donc voilà, c'est comment c'est parti en fait. Et après, dès que je suis rentré en France, à la rentrée, je suis pas retourné à l'école. J'ai commencé à prendre un taf. J'ai fait 2-3 tafs jusqu'à décembre pour accumuler un max d'argent avant de repartir à Singapour. Parce qu'il fallait bien vivre sur place jusqu'à ce que je puisse potentiellement signer un contrat. Et voilà. Et donc je suis reparti en janvier pour faire des essais à Singapour. D'accord. Et donc, en gros là, quand tu arrives à Singapour, tout se passe pas comme tu le souhaites, en gros, au niveau des essais. Bien loin de comment je le souhaitais. En fait, j'arrive là-bas, donc je contacte Alexander Duric. Ouais, évidemment, je l'avais déjà relancé un petit peu pendant que j'étais en France pour m'assurer que c'était pas du pipeau et tout. Oui, il m'a dit, ouais, c'est bon, tu peux venir et tout. Et quand j'arrive là-bas, je lui dis, voilà, ça y est, je suis arrivé à Singapour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, moi, je suis prêt, j'ai mes affaires, je me suis préparé physiquement, j'ai de l'argent. Et lui, il me dit, déjà, je crois qu'il met 1 ou 2 jours à répondre. Je me dis, ok, chelou. Et après, il me dit, écoute, je suis en vacances en ce moment en Australie. Ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de démarcher les clubs par toi-même. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, donc finalement, tu mets d'aucune aide, quoi. Tu vois, ouais, bien sûr. Certes, il a semé la petite graine au début, c'est lui qui m'a poussé à franchir le pas. Mais une fois que j'arrive sur place, j'ai plus personne pour m'aider. Et au final, je connais rien du foot singapourien. Je connais juste ce mec. Mais bon, je me dis, voilà, je suis là, j'ai fait mes économies. De toute façon, l'année d'école, elle est foutue, je vais pas repartir maintenant. En France, ça n'a aucun sens. Et je me suis dit, je vais aller voir les clubs sur Internet, les stades, je cherche sur Google Maps. Et un par un, je suis allé toquer au club et essayer de gratter mon essai, quoi. Donc,
Ça l'a pas fait tout de suite. J'ai fait 2-3 clubs, ça marchait pas. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur il y a en fait un club qui était basé, le bureau de la fédération singapourienne de football était basé au stade du club. Et dans cette fédération, il y avait un Français qui s'appelait Richard Tardy, qui est un ancien sélectionneur espoir d'équipe de France, etc. Et qui à ce moment-là était en poste à la fédération de Singapour, en fait. D'accord. Pour les espoirs aussi de Singapour, je crois. Et quand il m'a rencontré, je lui ai raconté toute mon histoire, tout ce qui venait de se passer. Et il a été super sympa. Il m'a dit écoute, je vais t'aider à t'avoir un essai. Et donc, grâce à lui, j'ai obtenu mon premier essai. D'accord. Mais ça partait aussi du fait que je sois allé démarcher de moi-même les clubs un par un, quoi. Enfin, ça a provoqué finalement cette rencontre, quoi. Du coup, alors on va pas faire de spoiler parce que ça, c'est une histoire qui date bientôt d'il y a presque 4-5 ans déjà, non ? Ouais, je suis arrivé là-bas, c'était 2017, je crois. Ouais. 2017, 1er janvier 2017, je suis arrivé à Singapour. D'accord. Ouais, c'était ça. Et donc, Singapour va pas marcher au final ? Non. Et tu vas aller en Australie. Alors déjà, comment tu te retrouves en Australie ? Et après, comment ça se passe en Australie pour toi ? Et comment tu t'organises en fait pour tes recherches ? Quelle connaissance tu as de l'Australie à la base quand il y arrive au niveau du football australien en plus et des clubs ? Alors, presque rien. En fait, ça s'est fait parce qu'à Singapour, en parallèle des essais que je faisais avec les équipes pro, je m'entraînais avec l'équipe des Français justement, qui s'appelait l'Olympique Gaulois, D'accord. qui faisait partie de ce championnat dont je te parlais tout à l'heure, qui participait au tournoi, tu sais, de chaque nation là. Ouais. Et en fait, ils ont leur ligue parallèle de la Ligue Pro, qui s'appelle Cosmo League, je crois, et chaque équipe... les Français, comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque équipe a son truc. Donc c'est un bon niveau et je m'entraînais avec eux, bref. Et l'entraîneur de cette équipe, qui était un Camerounais, ancien joueur, au moment où je m'apprêtais à repartir en France, parce que voilà, les essais à Singapour n'avaient pas marché, il me dit écoute, c'est quand même dommage, je pense que tu devrais essayer l'Australie, c'est 100 fois plus grand que Singapour, tu auras beaucoup plus de chance, il y a tellement plus de clubs et tout, et moi j'ai quelques contacts parce que j'ai passé un petit moment de ma carrière en Australie. Il me dit ça, le mec. Et à ce moment-là, j'étais vraiment sur le point de repartir en France. Je venais de brûler toutes mes économies à Singapour parce que du coup, j'ai voyagé un peu en Asie après pour profiter quand je pensais que c'était mort, quoi. Donc vraiment, j'avais plus d'argent. J'avais dit à mes parents, ça y est, je vais rentrer. Et là, ils me relancent sur l'Australie. Et je me dis, je suis quand même parti pour être footballeur pro. On va essayer, on va tout donner, quoi. Et donc, j'arrive en Australie, à Melbourne, parce que lui, je savais même pas dans quelle ville aller. Je lui dis, dans quelle ville tu conseilles d'aller ? Il dit, vas-y, va à Melbourne, j'ai un contact à Melbourne pour toi. Donc, j'arrive à Melbourne et je connaissais rien de l'Australie. Vraiment, je suis arrivé, mais à l'arrache complet, j'avais rien prévu. Pas d'argent, donc super compliqué, en auberge de jeunesse et tout. Et à Melbourne, au final, un peu une histoire similaire encore. Son contact, au final, ça met quelques jours avant qu'il me réponde. Ensuite, une fois qu'il me répond, il me donne un rendez-vous, mais dans longtemps. Donc pendant tout ce temps-là, moi, je suis censé survivre quand même. Et je suis dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture et tout. Et je suis censé trouver un taf aussi pour gagner de l'argent et permettre de vivre, parce que sinon, c'était compliqué. Et au final, je rencontre ce fameux pote de l'entraîneur de Singapour. Et il s'avère que c'était vraiment un très très bon contact. C'était l'entraîneur adjoint de Melbourne Victory, qui est une équipe de qui est une des donc plus grosses équipes australiennes. La plus grosse équipe d'Australienne, tout simplement. Et je le rencontre, je me rappelle, il me donne rendez-vous à côté de mon auberge de jeunesse. Et on est dans un petit café à côté. Et il arrive full survêt de Melbourne Victory et tout. Et là, je me dis, ah ouais, putain, ok, c'est du sérieux, tu vois. C'est un vrai contact qu'il m'a donné finalement. Ouais. Malgré. Je commençais à avoir des doutes, tu vois, avec tout le temps, le mec qui répondait pas et tout. Et là, je me dis, ok, c'est sérieux. Le mec, en plus, c'est un Mauricien. Il vient de l'île Maurice. Jean-Paul de Marigny, s'appelle. Okay. Et d'ailleurs, il est actuellement entraîneur, je crois, de Sydney Wanderers. Ok, d'accord. Donc, une autre équipe de la Ligue, ouais. Ouais. Et bref, on se rencontre, donc il parle français, super sympa, le mec il discute avec moi pendant 1 heure, il me demande toutes les infos sur mon parcours, etc. Et il me dit, bon écoute, Melbourne Victory, je pense que ça va être un peu compliqué, si je te ramène, l'entraîneur il va dire d'où il sort celui-là, il a jamais été pro et tout, d'où tu me le ramènes, quoi. En revanche, en NPL, qui est la 2e division en Australie, il me dit, je pense que je peux t'aider à avoir des essais en NPL sans trop de problèmes, je connais un peu d'entraîneurs ici et tout, ça devrait le faire, tu vois. Donc je ressors de ce rendez-vous, franchement super content, reboosté à fond et tout. Je me dis, bon ok, on va repartir sur des essais, c'est cool. Et en fait, pareil, après le temps passe, je lui envoie des messages, il me répond pas, et au final... tout simplement, je me suis fait ghoster en fait par ce Jean-Paul de Marigny. Et voilà, donc une nouvelle fois, je me suis dit, bon, maintenant je suis là, je vais bien essayer de me démerder tout seul. Donc pareil, je reprends mon ordinateur, je pars sur les sites internet des clubs de NPL, j'envoie des emails, j'essaie de gratter des essais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des essais. À Melbourne, ça l'a pas fait, donc je me suis dit, bon, Melbourne, c'est une des régions où ça joue le mieux, parce que Melbourne et Sydney, c'est là où il y a le plus de monde, forcément. Bien sûr. Je vais aller tenter une autre région d'Australie. Donc je suis parti à Perth, sur la côte ouest. Et à Perth, sur la côte ouest, au final, j'ai enfin réussi à trouver un club. Et c'est là que j'ai vraiment signé mon premier
contrat semi-professionnel en gagnant de l'argent, etc. quoi. C'était D'accord. enfin le commencement. Ça m'a pris presque presque un an entre le jour où je suis parti de Singapour et au moment où j'ai signé dans ce club en Australie, quoi. Donc c'était le chemin de croix, le truc. Alors, du coup, le club australien en question, c'est Forest Field. Exact. C'est ça? Forest Field En United. NPL, donc la deuxième division. Donc tu signes, tu dis t'es semi-pro à ce moment-là, c'est ça? Ouais. Donc c'est quoi le régime d'entraînement un peu, Alors, ça m'a vachement surpris parce que j'avais fait d'autres clubs avant où ça s'entraînait franchement souvent avec les GPS, des trucs super sérieux et tout. Et quand j'arrive dans ce club, ça me rappelait limite la France, dans le sens où certes il y avait un stade assez sympa et tout, mais on s'entraînait que 2 fois par semaine. Donc pour une équipe de deuxième division, ça me paraissait très peu. Mais écoute, c'était comme ça. J'allais pas cracher dans la soupe. De toute façon, ils m'ont pris et moi j'étais bien content. Et t'arrives au début de saison, du coup, au milieu de saison, comment ça se passe? Quand j'arrive, il y a déjà eu 3 matchs à peu près qui ont été disputés, je pense, à ce moment-là. Alors, du coup, par contre, c'est une question que j'ai oublié de te poser, mais quel est ton poste? Milieu gauche. Milieu gauche. Milieu gauche, milieu droit, ouais. D'accord. Et comment tu te fais ta place dans cette équipe? Comment ça se passe au début, ton adaptation? Et est-ce que tu joues tout de suite? Comment ça se passe? Alors, quand je suis arrivé, en fait, c'est une équipe qui venait d'être promue pour la première fois de leur histoire dans ce championnat de NPL. D'accord. Et quand je suis arrivé, je fais le premier entraînement. Et j'avais l'impression que c'était facile, limite, je me sentais meilleur que tous les joueurs presque. Tu vois, l'entraînement, je sais pas, je m'étais super bien senti, je jouais bien et tout. Donc finalement, la réponse, elle m'a été donnée très vite, comme quoi c'était un oui pour que je signe. Et ma place, franchement, l'entraîneur, il m'a fait vraiment respecter toutes les étapes une à une avant de me donner ma place. C'est-à-dire que même si j'avais été bon, il m'a quand même fait commencer le premier match avec l'équipe réserve. Donc j'ai fait le premier match en entier avec eux, 90 minutes. J'ai fait une passe décisive. Ensuite, match suivant, je me retrouve sur le banc complet, je suis pas rentré du match. Ensuite, le match suivant, je rentre, un petit temps de jeu. Au fur et à mesure, je grappillais du temps de jeu jusqu'à ce que jusqu'à ce que je me retrouve titulaire, en fait, tout simplement. Mais donc vraiment étape par étape, quoi. Il m'a pas fait brûler les étapes. D'accord. Bah ça, c'est ok, d'accord, c'est intéressant ça. Et l'autre chose que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que c'est un contrat? Qu'est-ce qu'il y a dans un contrat semi-pro en deuxième division australienne? Alors, je te demande pas forcément ton salaire, t'es pas obligé, ça, mais est-ce que déjà ce statut à ce stade-là, t'as des avantages, des choses? Est-ce qu'on t'as hébergé? Comment ça se passe? Ça dépend vraiment des clubs. Et en Australie, il y a des clubs qui ont beaucoup d'argent à ce niveau-là, NPL, notamment à Sydney et Melbourne, qui sont les deux régions principales. À Perth aussi, il y a certains clubs qui payent très très bien. Mais moi, mon club, c'était un club promu, donc il n'y avait pas énormément de budget. Et le contrat, pour te dire, c'était même pas un vrai contrat. J'ai pas signé un contrat, en fait. Les mecs me payaient en cash, dans une enveloppe, tu vois, après toutes les semaines, parce qu'en Australie, ils payent à la semaine. C'est pareil, les loyers, tu payes à la semaine et tout était à la semaine, en fait. Et donc après chaque match, je recevais mon enveloppe, mais je recevais pas un vrai salaire sur mon compte en banque, tu vois, c'était... ouais. Et les avantages, non, il y avait que le salaire pour le coup. Et du coup, en même temps, tu pouvais pas vivre du football, donc tu es obligé de faire d'autres petits boulots, c'est ça? Alors le foot, ça me payait mon loyer, en fait. C'était déjà tout ça pris vraiment à 100% entièrement, ça me payait mon loyer. Et vu qu'on avait que 2 entraînements par semaine, pour le coup, j'avais énormément de temps libre. Donc à ce moment-là, j'ai fait pas mal de petits boulots. Il y a un moment où je cumulais d'ailleurs 2 boulots en même temps, plus le foot. C'était assez fatigant, mais j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent, du coup c'était cool. Ok, super. Ça m'a permis de mettre un peu de côté. Vu que quand j'étais arrivé, j'étais ruiné, ça me faisait plaisir d'enfin repartir avec un peu d'argent. Et ouais, j'ai enchaîné, j'étais voiturier dans un hôtel de luxe, en même temps j'étais serveur dans un restaurant. Je faisais les deux en même temps, après j'allais à l'entraînement et tout. Je suis passé par tous les petits boulots en Australie, c'était vraiment n'importe quoi. Quand même, tu repars avec une récompense d'Australie, c'est celle du plus beau but de la saison, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Tu peux me raconter exactement, c'est déjà le but, et puis je crois qu'il est sur YouTube. Non, il est pas sur YouTube quelque part d'ailleurs? Ouais, il est sur YouTube. D'accord, on mettra ça en lien dans les descriptions et tout. Et est-ce que t'as été récupérer ta récompense? Comment ça s'est passé? Alors, figure-toi que je me suis un peu fait entourlouper dans l'histoire, je pense. Donc j'ai mis ce but. Toute la saison, mes coéquipiers commençaient à me dire et c'est quand même un des plus beaux buts de la saison et tout. Figure-toi que tu peux gagner $10 000 si t'es élu plus beau but de la saison, tu vois. Et là, quand j'ai entendu ça, je me disais putain, incroyable. Et vient le moment de la remise des trophées, un peu en mode trophée UNFP en Ligue 1, tu vois. D'accord. Et moi, j'étais déjà rentré en France parce que mon visa avait expiré à ce moment-là. Quand ça s'est produit après la saison, la remise des trophées. Et là, il y a un mec forcément, il y a des mecs du club qui sont là pour me représenter. Et en fait, le mec me dit, ça y est, t'as gagné. Du coup, je me dis, putain, ça y est, à moi les $10 000, énorme.
Et il s'avère que les 10 000 $, c'était uniquement pour le meilleur joueur du championnat. Et le plus beau but, c'était juste un trophée, tu vois. Donc c'était cool de le gagner quand même, mais l'ascenseur émotionnel, quand même, dur, quoi. Et après, le trophée, le mec, je lui dis, comment on s'organise? Tu me l'envoies ou quoi? Il fait, ouais, pas de problème, je te l'envoie. Je l'attends toujours, hein. J'ai jamais vu le trophée au final. Dommage, hein, ça aurait fait un beau trophée sur la cheminée. Mais... Au moins, t'es au palmarès de la NPL, c'est ça? Exactement. Et c'est génial. Et ton visa expire et tu dois rentrer. Et là, qu'est-ce que tu te dis en fait? Est-ce que tu te dis, ok, j'ai accompli mon rêve, je suis devenu pro, alors semi-pro pour le coup, mais où tu te dis, il faut que je continue? Je me dis pas j'ai accompli mon rêve, non, parce que mon rêve, l'objectif ultime, c'est de réussir à vivre du foot à temps plein, pas d'avoir un petit job à côté. D'accord. Donc pour moi, c'était semi-accompli en gros. Mais surtout, j'avais tellement adoré l'expérience que je me voyais pas trop arrêter là, quoi. Mais le fait est que à ce moment-là, je me suis dit j'ai compris que j'allais pas gagner des 1000 et des 100 avec le foot. C'était quand même bien d'assurer un diplôme. Et c'est pour ça que, et en plus, à ce moment-là, il y avait mon ex-copine qui était rentrée en France aussi. Et ça a un peu joué, ça a un peu pesé dans la balance. Donc, je me suis posé à Paris et j'ai fini mon école. Donc, il me restait qu'un an, donc je l'ai fait. Et au moins, après, c'était une sécurité et pour moi et pour mes parents en plus. C'est bien de savoir que j'assurais ça, quoi. Donc, j'ai eu mon diplôme et après, voilà. Et du coup, ensuite, une fois que tu as eu ton diplôme, tu t'es dit, faut continuer. Et tu es parti en Angleterre. Et déjà, où t'as atterri et comment t'as atterri là en fait? Ouais, toute l'année quand j'étais à Paris dans mes études, ça me démangeait, j'avais qu'une envie, c'était repartir en fait, je le sentais. Et dès que ça s'est fini, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai recommencé à contacter des clubs. Le problème c'est qu'à Paris, j'avais pas pu jouer parce que fallait que je bosse pour payer mon appart et en même temps j'avais l'école. Donc j'avais pas le temps de m'inscrire dans un club de foot. Je jouais en loisir quoi à côté, mais... Bien sûr. Et du coup, pour retrouver un club derrière, en sortant d'une saison blanche, super dur. Déjà, j'avais pas un CV de fou quoi, j'arrivais de deuxième division australienne, ça parle pas à grand monde en France. Et en plus, derrière cette deuxième division, je fais une saison blanche. Donc, je me suis mis à contacter des clubs tout l'été, un peu partout. J'ai recontacté en Australie, enfin vraiment plein d'endroits. Et en Angleterre notamment. Jusqu'à ce que je reçoive enfin une réponse positive. C'était le mois d'octobre, tu vois. Donc, je commençais limite à perdre espoir. Je me disais, je vais rien trouver. Ça arrivait assez tard la réponse. Et le mec me dit, j'ai reçu ton email. T'as un CV super intéressant. J'aimerais que tu viennes faire un essai dans notre club à Farsley Celtic, donc dans la ville de Leeds. D'accord. Et donc moi, j'attendais que ça. Donc je sais pas, la semaine suivante, j'ai débarqué à Leeds quand j'ai pris mon billet et j'y suis allé direct. Et donc c'était toi qui avais démarché tout seul ces clubs-là, même méthode que comme quand tu étais en Australie ou à Singapour, t'as été sur Wikipédia, enfin Google en gros, et t'as pris les noms des clubs et t'as envoyé des emails, c'est ça? Ouais, après j'ai été raisonnable, tu vois, je vais pas chercher un club en Ligue 1 ou quoi, Bien sûr. Par rapport à mon niveau, donc je suis allé en Angleterre, j'ai cherché à partir de la division 5 jusqu'à la division 6-7, je savais que ça restait un niveau pas mal où tu pouvais gagner un peu d'argent et c'était semi-pro, donc j'ai envoyé, je sais pas, peut-être pas tous les clubs, mais bien une centaine d'emails. Ouais, j'ai ratissé large, quoi. J'ai ratissé large. Pour très peu de réponses. Donc quand j'en ai une, j'ai sauté. Et au final, l'expérience anglaise a été mitigée, on va dire? Ouais, c'était un peu un fiasco, hein, on va dire. Ouais. En fait, je suis arrivé là-bas. Très vite, ils m'ont fait signer le contrat. Enfin, d'ailleurs, pareil, une nouvelle fois, il n'y a pas de contrat. Ils m'ont dit, on te prend, quoi. Et ils m'ont pris pour commencer avec la réserve. Et le mec me dit tu vas commencer avec la réserve, mais vu ton CV, ce qu'on a vu là, il n'y a pas de problème, tu devrais vite monter avec l'équipe 1. Mais évidemment, il n'y a qu'avec l'équipe 1 que tu gagnes de l'argent et que tu as un vrai contrat, quoi. Ouais. Donc à ce moment-là, je me dis pourquoi pas, je dois passer par là, c'est pas grave, je vais faire mes matchs en réserve et on va essayer de monter. Et en fait, très vite, j'ai compris que la réserve dans ce club, ils en avaient rien à faire. Presque plus qu'une semaine sur deux, je pense, on avait un match qui était annulé soit parce que il avait trop plu, soit parce qu'il fallait pas abîmer la pelouse pour l'équipe première qui jouait le lendemain, soit parce que l'entraîneur de l'équipe adverse était malade. Enfin, des excuses pas du tout sérieux, quoi. Donc je perdais mon temps et mon argent parce que en soi, je gagnais pas d'argent. Et j'étais pas payé et je devais bien me loger là-bas, donc j'avais pris un appart. Et en plus l'Angleterre c'est super cher. Et donc voilà, au bout d'un moment, je vois qu'il n'y a aucune chance en fait que ça se fasse parce que au bout de 2 mois, j'ai toujours même pas rencontré ne serait-ce que le coach de l'équipe première ni le moindre joueur de l'équipe première. Je pense qu'ils savent même pas, ils sont même pas au courant qu'il y a un Français qui joue dans leur club, tu vois. Ouais. Donc je me dis, ça va pas le faire, il y a aucune chance en fait. Même j'ai beau être bon en équipe réserve, ça sert à rien en fait. Il y a un tel gap. Et donc voilà, je me suis dit, je peux pas perdre mon temps plus que ça. Et au mois de décembre, je suis rentré en France en espérant que je retournerai pas en Angleterre et que je trouverais autre chose à tout prix, quoi. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que l'opportunité en Finlande arrive, c'est ça?
Exactement, ouais. Donc c'était le mois de décembre. Et je voulais vraiment pas retourner en Angleterre. Et j'ai repensé, donc là pareil, je me dis bon, qu'est-ce que je peux solliciter? Et j'avais vu une vidéo d'un pote à moi avec qui je jouais à Aix-en-Provence quand j'étais plus jeune, qui était un Finlandais, et sa famille habitait en France, donc il joue en France. Et là, j'avais vu qu'il était retourné en Finlande, et j'avais vu une vidéo sur les réseaux où je sais pas, il avait mis un beau but dans un stade, ça avait l'air pro et tout, c'était cool. Et je me suis dit bon, bah, je vais le contacter, ça coûte rien. Je connaissais rien de la Finlande, tu vois. Et le mec m'avait répondu, ça faisait longtemps que j'avais perdu trace de lui un peu, mais finalement il m'avait dit pas de problème, écoute, tu peux venir, en plus ça tombe bien, là on est au mois de décembre, c'est pile poil en Finlande le moment où tu peux commencer à venir faire les essais, c'est la pré-saison qui démarre et tout. D'accord. Et donc écoute, moi si tu viens, pas de problème, je t'héberge, je te dégote un essai dans mon club, etc. Donc là, voilà, je me suis dit, bon bah là, je pense que c'est le moment de repartir, l'Angleterre ça sert à rien, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, donc, t'arrives en Finlande et tu vas jouer en l'équivalent de la 3e division, c'est ça? Ouais, c'est là exactement la 3e division, c'est ça. Alors, ouais. tu racontes ça dans tes vidéos justement, et je trouve ça assez intéressant. Donc, tu as eu un premier essai, encore une fois, qui s'avère pas forcément, enfin, qui s'avère pas infructueux. Merci, j'avais perdu le mot. Et donc, tu signes au final dans un club qui s'appelle le FC Espoo, excuse-moi. Ouais. Comment ça se passe tout ça? Comment t'arrives là et comment la saison se passe ensuite pour toi? Alors du coup j'arrive, je fais le premier essai. J'arrive en plein hiver, hein, donc il fait super froid. Première fois de ma vie que le premier essai, on se retrouve à faire l'entraînement sous une espèce de bulle gigantesque. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était assez particulier. La respiration et tout, c'est différent quand tu joues. D'accord. Et donc l'essai, j'ai pas été pris. Déjà, c'était gros point d'interrogation pour moi, le niveau sur lequel j'allais tomber, tu vois, parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre en fait. 3e division en Finlande, vraiment, j'avais aucune idée du niveau que ça allait être. Et j'ai été agréablement surpris du premier essai. Il y avait vraiment des bons joueurs. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, certes, j'ai pas été pris, mais l'entraîneur, au moins, il m'a pas fait perdre mon temps. Au bout d'une semaine, il m'a dit directement, c'était réglo. Ouais. Voilà, t'as été bon, mais c'est pas pour nous. Et du coup, j'ai vite rebondi. Je suis allé dans le 2e club FC Espoo. Cette fois, il n'y a pas eu 30 000 essais, heureusement. Et dès le 2e club FC Espoo, ils m'ont dit, ils ont voulu m'offrir un contrat, quoi. Alors, un peu même question qu'en Australie. À quoi ça ressemble un contrat en 3e division finlandaise? Alors là, tu vas voir, c'est paradoxal par rapport à l'Australie, parce que pour le coup, c'est un vrai contrat, papier. T'as rendez-vous dans le bureau du directeur, tu vas signer ton contrat, il y a je sais pas combien de pages et tout. Et en fait, c'est le même contrat de la 3e à la 1re division, donc qui est considéré le football professionnel en Finlande. On a tous le même contrat, tu vois. Il y a que le salaire qui change. Bien sûr. Ou les avantages, c'est propre à chaque joueur. Et ce qui m'a surpris, c'est que moi j'ai signé là-bas pour 0 €, pas de salaire. Et le truc, c'est que j'étais tellement en galère de club, et de toute façon en Angleterre je gagnais pas d'argent non plus et tout, que ma priorité c'était de me refaire du temps de jeu dans un championnat compétitif pour aller rebondir ailleurs après, tu vois. Donc j'accepte malgré tout le contrat avec 0 € de salaire, mais je demande quand même pas des promesses, mais comment on dit, qui me rassure un peu le club sur certains trucs, sur certains aspects, notamment sur le fait qu'ils puissent m'aider à trouver un job, sachant que je parle pas finnois, tu vois. Donc ils me disent pas de problème, on va t'aider à trouver un job. Et en parallèle, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils m'offrent 300 balles dans un magasin de sport pour m'acheter des chaussures de foot ou ce que je veux, tu vois. En gros, d'accord. Ça te paye tes équipements pour la saison, quoi. La prime à la signature, presque. Voilà, la prime à la signature, que j'avais réussi à négocier en plus, parce qu'à la base c'était 200, et le mec, j'avais dit ouais, mais je vais être titulaire. Il fait bon, d'accord, 300. Donc c'était le seul avantage du contrat, concrètement, c'était ça. D'accord. Mais ce que je trouve paradoxal, c'est que c'est vraiment un vrai contrat que tu signes et tout, super sérieux, et au final il n'y a pas d'argent. Donc je me disais, mais quel est l'intérêt de signer ce contrat? Et c'était un contrat du coup genre d'1 an, ou comment ça se passe? Une saison. Ouais. Ok. Ouais, exactement. Et tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, la division 3 finlandaise? Il y a des groupes, c'est un championnat unique, comment ça se passe? Elle est séparée en 3 groupes. Donc tu as le groupe du Nord, dans lequel je suis actuellement cette année. Ensuite deux groupes qui sont aux alentours d'Helsinki, la capitale, qui est dans le sud de la Finlande. Et voilà, c'est comme ça que c'est pas. 3 groupes de 12 équipes. Et il y a des restrictions au niveau des joueurs, des étrangers? Est-ce que déjà t'en croises beaucoup? C'est très tu croises des Finnois? Plein d'étrangers. Il n'y a pas de restrictions en fait. Après, moi qui suis européen, c'est très simple. Peut-être qu'il y en a plus pour les joueurs africains ou brésiliens ou quoi, parce qu'il y en a pas mal aussi qui viennent de là. Mais ouais, non, j'en croise souvent. Pour le coup, il y a des clubs qui sont uniquement finlandais. En général, quand tu vas dans les clubs un peu plus dans les campagnes, tu vois, d'accord, il y a moins d'étrangers. Et quand tu vas aux alentours d'Helsinki, il y en avait vraiment beaucoup, que ce soit des Brésiliens, des Africains. Moi, l'an dernier, dans mon équipe à Espoo, j'avais 2 Brésiliens, un Camerounais. Il y avait pas mal de nationalités, quoi.
Et quand tu discutes avec eux un peu, c'est quoi leurs histoires à eux? C'est des histoires similaires? C'est vraiment des gens qui cherchent à devenir des pros coûte que coûte? La plupart, c'est des gens qui sont venus en Finlande parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour percer dans leur pays, donc ils tentent leur aventure ici. Et c'était souvent des histoires de galère, parce que quand t'es en 3e division finlandaise et que pareil, personne n'était payé dans mon club. Donc, je sais pas, il y en a un, il était en sélection de jeunes au Cameroun et tout, il se retrouve là, je me dis, ça doit être dur quand même, tu vois. Ouais, il me semble d'ailleurs que, c'est vrai, je regardais ça, je crois pendant les premiers tours de Europa League, Champions League, tout ça, et il me semble que dans une grosse équipe finlandaise qui s'est retrouvée dans ces tours-là, il y a un Camerounais du Barça qui était, je crois, capitaine à un moment des équipes de jeunes du Barça, tu vois, enfin, j'ai oublié son nom, faudrait que je le retrouve. Il y en a un Etok il s'appelle Gaël Etok. Ouais, lui il me semble qu'il était au Barça par exemple, mais je sais pas lui si il était au Barça à la Masia et il était arrivé à JJK dans mon club dans lequel j'ai signé là en Finlande. Ah bon, d'accord. Et lui j'ai plein d'anecdotes sur lui, enfin, c'est le cousin de Samuel Eto'o et okay. C'est assez marrant, mais bon, je sais pas si ce sera dans le podcast à la fin tout ça, mais genre je sais quand il habitait dans cette ville, quand il habitait ici à Jyväskylä, apparemment le mec il flambait parce qu'il avait un contrat énorme, il allait en boîte tout le temps, il cramait tout son argent. Après il appelait Samuel Eto'o pour qu'il lui envoie des sous, il disait qu'il était en galère et tout. Donc c'était, j'ai eu les anecdotes de ça directement, c'était marrant. Et donc toi, comment ça se passe cette première saison pour toi? Mitigé. Il y a eu du très très bon. Franchement, j'ai été surpris de la compétitivité du championnat dans lequel je me retrouvais. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on se retrouve à jouer contre des réserves de clubs pro, comme par exemple HJK, qui est vraiment le PSG de Finlande en gros. On jouait contre leurs réserves, donc ils ont fini champions cette année-là. Mais du coup, quand on jouait contre eux, on allait jouer dans leur stade, qui est le même stade que l'équipe première. Donc tu te retrouves à jouer dans un stade de 10 000 places. Pour moi, c'était nouveau tout ça, tu vois. Donc ça, vraiment, ça j'ai adoré. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce championnat, c'est que c'est organisé de manière super structurée, super professionnelle. Tous les déplacements, tous les détails sont super bien. Et après, je sais pas pourquoi, juste les salaires sont pas, ça suit pas quoi. Mais sinon, le reste, tout est en condition. On a les entraînements presque carrément tous les jours. On a un physio qui est là pour nous faire des programmes spécifiques. On a des entraînements à aller faire à la salle de sport en plus des vrais entraînements et tout, tu vois. Vraiment un rythme professionnel sans le salaire qui va avec. D'accord, ouais, c'est ça que j'allais te demander, c'est comment étaient structurés les clubs, mais du coup tu me donnes déjà un bon aperçu, c'est assez professionnalisé la structure au final. Pour le coup, c'était bien plus professionnalisé que moi en Australie, tu vois, mon club en Australie. Ouais. D'accord. Et par contre, j'étais mieux payé en Australie, quoi. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Et ça fait quand même une grosse différence, parce qu'au final, quand tu t'entraînes tous les jours, mais qu'en plus la journée tu dois aller travailler pour gagner de l'argent, t'arrives et t'es pas à 100% sur le terrain, tu vois, t'es un peu fatigué de ta journée de travail et tout. Donc c'est un rythme assez éprouvant parfois, quoi. Parce que du coup, là, pareil, effectivement, comme t'as 0€, tu t'as dû trouver des jobs. Obligé de travailler à côté, ouais. Sinon, fallait bien vivre, quoi. Fallait bien payer le loyer, la nourriture et tout. J'ai d'ailleurs rigolé en voyant que t'étais devenu mannequin cheveux, c'est ça en gros? Non, ça c'était juste une expérience assez brève, mais mon job principal l'an dernier, ça avait été vendeur de glace pour le coup, c'était assez cool. D'accord. Ouais, les mannequins cheveux, c'était rigolo aussi. Et donc du coup, à l'issue de ta première saison en Finlande, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis conscient de ma saison, tu vois, j'ai fait une saison... Il y a eu des hauts et des bas, j'ai mis un but contre HJK dans leur stade, donc ça c'était super, mais à part ça, j'avais pas vraiment cartonné, mais j'avais quand même réussi à me faire une petite vidéo, donc je me suis dit en sortant de là, bon, j'espère que je vais réussir à trouver au moins un club du même championnat, du même niveau, donc ça c'est 3e division, ça s'appelle Kakkonen. J'espérais au moins à la sortie de cette saison trouver un club du même niveau mais qui puisse me payer, parce que je savais du coup, en connaissant un peu mieux le football finlandais, qu'il y en avait quand même quelques-uns. Quand tu vas un peu dans les villes moins fréquentées, ils payent un peu, tu vois, pour attirer les joueurs, parce que sinon il y a personne qui va y aller. Et donc mon objectif après c'était, je m'étais dit je veux trouver un club au moins du même niveau mais qui puisse me payer, quoi. Si ce n'est mieux une division supérieure, mais bon, j'avais pas été excellent durant cette saison, donc je pouvais pas trop espérer non plus. Et donc voilà, donc je suis rentré en France et après j'étais aussi ouvert à repartir ailleurs, hein, complètement, j'étais pas bloqué en Finlande. Mais le truc c'est que quand tu finis ton championnat en Finlande, c'est fin octobre et la plupart des championnats en Europe à ce moment-là, ils sont déjà bien entamés. Donc ça laisse peu de possibilités. Tu peux repartir sur l'Asie ou l'Australie qui sont à peu près dans les mêmes moments de saison. Mais sinon, c'était compliqué. Mais tu vois, j'ai une question, parce que là, voilà, t'es footballeur pro, mais t'es quand même à un niveau où, par exemple, moi je me pose la question de savoir comment tu fais justement pour... Tu m'as pas beaucoup parlé pour l'instant d'agent ou quoi, et j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup à ton niveau, je sais pas comment ça se passe, mais tu vas me dire. Mais comment tu fais du coup pour gérer ta carrière à chaque fois? En fait, c'est toi qui dois te débrouiller tout seul finalement, comme
quelqu'un qui travaille dans n'importe quel boulot et qui veut changer d'employeur doit se mettre à prospecter sur les sites d'annonces, trucs comme ça. En fait, c'est un peu comme ça que tu dois faire aussi toi pour trouver tes clubs. Pour moi, pour l'instant, ça a été comme ça. Après, à mon niveau en Kakkonen, il y a pas mal de joueurs qui ont aussi des agents. Et c'est aussi un choix personnel parce que quand t'es pas vraiment un joueur extrêmement bankable, tu vois, l'agent il a pas trop d'intérêt à venir te solliciter. Donc il y a beaucoup d'agents qui prennent des joueurs de ce niveau-là, mais qui en échange demandent une somme, qui sont pas très réglo, je trouve. Donc moi je préfère me débrouiller tout seul. Tu vois. J'ai rencontré quelques agents quand j'étais en France, par des connaissances ou quoi. Et ils m'ont donné des conseils, etc. Mais il n'y en a pas un seul qui m'a représenté officiellement au final. Mais non, le seul moment où j'ai eu recours à un agent, du coup, c'était après ma saison à Espoo, donc quand je me suis retrouvé à chercher un nouveau club. Et j'ai eu cet agent qui m'a envoyé pour un essai en Suède. Et et c'était du coup. J'aimerais bien que tu racontes cette histoire parce que je la voyais dans une de tes vidéos. Et parce que déjà, tu as eu, et je te poserai la question après, la meilleure offre qu'on t'ait jamais faite. Mais j'aimerais que tu racontes exactement les conditions dans ce club, de cet essai. Et parce que voilà, c'est en 4e division suédoise, c'est ça ? Exactement. Et comment ça s'est passé et ouais, c'était quoi un peu les conditions de vie, les conditions de football, tout ça là-bas, comment ça s'est passé ? Alors en fait, donc après ma saison Expo, je suis retourné en France pour faire Noël, etc. En attendant de me retrouver mon prochain club. Et puis tu vois, les mois passés, on arrive en janvier, février, c'est le moment où les clubs en Finlande où j'étais, moi, ils commencent à reprendre l'entraînement et tout. Et j'avais toujours rien de concret. Donc par le biais d'un contact que je m'étais fait en Finlande, j'ai le numéro de cet agent. Donc je le contacte et lui très rapidement, franchement super réactif, le mec me dit en une semaine il me dit ça t'intéresse d'aller jouer en Suède? Je lui dis écoute pourquoi pas, vraiment je suis ouvert à tout. Et il me parle du contrat là-bas, il m'évoque ce qu'il devrait a priori me proposer si l'essai est concluant et tout. Donc je me dis bon allez banco j'essaye. Et donc je pars en Suède et le club, donc c'était un club de 4e division qui se situait donc c'était pas à Stockholm, c'était sur l'ouest de la Suède. Mais même pas vraiment dans une grande ville. En fait, rien que pour y aller, c'était un périple, mais j'aurais jamais cru quoi. Je suis arrivé à Stockholm en avion. Ensuite, j'ai dû prendre le train jusqu'à Karlstad, qui était genre la grande ville de l'Ouest. Rien que le train, ça m'a pris des heures. Et ensuite, une fois arrivé à Karlstad, j'ai dû prendre un bus qui m'emmène au club. Et là, ça m'a rajouté encore 5 heures de bus. Enfin, j'en ai eu pour 10 heures de trajet, tu vois. Alors qu'en soi, je partais de la France à la Suède, c'est pas non plus le bout du monde. Ouais. Et rien que ça, je suis arrivé au lieu où je dormais pour l'essai. Et je me suis dit. Imagine dès que tu veux repartir ou quoi, ou si t'as des gens qui veulent venir te rendre visite. C'était déjà un gros point noir directement. Et bref, j'arrive dans la petite campagne là-bas et je me dis, je vois qu'il n'y a rien du tout, vraiment rien du tout. Ça s'appelait Sisselbach, la ville. Et en fait, le club, je rencontre le directeur sportif, il m'explique le fonctionnement du club. Et j'avais jamais entendu ça de ma vie. En fait, le club, il avait d'un côté ses joueurs suédois qui étaient dans la ville, donc Karlstad. Qui était la grande ville plus ou moins, pas une très grande ville non plus, hein. Et de l'autre les joueurs étrangers qui dormaient à Sisselbach, et donc entre les deux villes il y avait bien en voiture tu vois 2 heures, en bus bien plus mais en voiture 2 heures, et du coup l'équipe s'entraînait 3 fois par semaine au milieu de ça en fait, dans une autre ville. Okay. Donc, le club s'entraînait à un endroit, il jouait les matchs une fois à Karlstad, une fois à Sisselbach, donc pour que tout le monde puisse un peu voir, donc vraiment un bordel, l'organisation c'était un peu n'importe quoi. Et du coup l'endroit où je logeais en plus, donc c'était un espèce de gros clubhouse où je me retrouve avec un Coréen qui jouait déjà dans le club, et je suis arrivé, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un appartement, un truc un peu propre et tout. Clubhouse un peu dégueu, avec des mauvaises douches. C'était pas cool quoi. J'invite les gens à aller voir la vidéo où tu en parles, parce qu'il y a vraiment une vidéo où tu filmes, et c'est quand même c'est le clubhouse du club, et vous avez des matelas en mousse sur des quoi, en fait. Il y a des espèces de lits dans tous les sens, il y a pas de chambre à proprement parler, tu vois, il y a des lits qui sont posés dans des grandes salles, il y a une salle de gym, donc c'est cool, tu peux faire ta muscu, il y a une table de ping-pong, mais c'est pas un endroit pour y vivre en fait, tu vois. Après, c'était juste là qu'ils mettaient les joueurs pendant l'essai, de ce qu'ils m'ont expliqué. Si tu signes ton contrat, ensuite ils te mettent dans une maison, un appartement, quoi. Mais c'était un appartement individuel partagé ou avec c'était un autre joueur, partagé à deux joueurs partagés. Ouais, parce que c'est ce que avec l'expérience d'avoir lu pas mal d'interviews et tout ça, je sais que par exemple en Écosse, dans les petites divisions, c'est aussi comme ça, ils mettent les étrangers souvent dans le même. Mais malgré tout, t'as quand même une offre de contrat. L'essai se passe, et ça se passe en plus, au final, à cause du Covid, etc., on fait que 2 entraînements, même pas un match. Il y avait un match amical qui était prévu, il a été annulé.
Et au bout à la fin de la semaine, en fait, il y a le directeur sportif qui me dit tous les joueurs t'ont bien apprécié, on t'a trouvé bon, on te propose le contrat, tu vois. Et j'étais assez surpris parce que j'avais pas été particulièrement bon, j'avais trouvé aux entraînements. Et si ça tenait qu'à moi, je me serais pas pris, tu vois. Mais bon. D'accord. Le mec m'avait fait jouer def central gauche alors que c'est pas du tout mon poste. Et oui, en plus il m'avait dit si on me prend cette saison, c'est pour jouer arrière gauche. Je kiffe pas trop, tu vois. Donc ouais, ça me tentait pas. Mais bon, voilà, il m'envoie la proposition de contrat. Et je sais pas si tu veux les détails ou si c'est. Je serais curieux de savoir les détails parce que t'en parles un peu, t'as parlé des avantages, tout ça, mais ouais, du coup, c'était un contrat plein temps déjà, t'étais pro à plein temps. Plein temps, du coup, c'était. Tout à l'heure, je t'ai dit que c'était mon objectif ultime, c'était de faire que du foot. Donc là, concrètement, ça s'offre à moi, là, ce projet-là, tu vois. Mais d'un autre côté, en m'étant renseigné, je vois que la plupart des matchs ne sont pas médiatisés. Très peu de matchs sont filmés, tu vois. Ils m'ont dit, il y a quelques adversaires à l'extérieur, ils filment leurs matchs. Donc, moi, j'ai pas envie de compter sur l'adversaire qui pourra filmer mon match parce que mon but, c'est pas de rester m'enterrer dans le championnat, c'est de faire une bonne vidéo pour pouvoir aller jouer plus haut après derrière. Parce qu'aujourd'hui, tout marche avec tes vidéos, tu vois. Genre, le club, la première chose qu'il te demande, c'est une vidéo. Donc, moi, alors que je savais que l'an dernier, où j'étais en Kakonen à Espoo, c'était bien plus suivi, tout était sur Transfer Market, toutes tes stats, tout est relayé, t'es sur Football Manager, tu vois. C'est des détails, mais en soi, c'est quand même important pour donner de la visibilité derrière. Si tu veux derrière évoluer, quoi. Donc en soi, oui, donc il m'offre ce contrat avec je sais plus combien c'était le salaire, hein, c'était pas énorme non plus, mais sachant que tout était payé à côté, genre le logement, la voiture, tout ça faisait juste de l'argent de poche. Donc je pense qu'il y en avait pour je crois que c'était un contrat à 800 €, plus la nourriture prise en charge. Enfin, ils te prennent en charge tes courses, et en plus de ça, tu as le droit d'aller dans un restaurant tous les midis, je crois. Et après, tu peux utiliser une voiture qui est mise à disposition pour plusieurs joueurs. Et en plus de ça, si tu veux te faire un peu d'argent, ils t'aident avec leurs sponsors à faire des petits jobs à côté si tu veux en plus te faire de l'argent de côté. D'accord. Quoi. Donc voilà. Et juste, donc là, pour terminer sur le chapitre suédois, la 4e division suédoise, c'est pro ? Non, c'est semi-pro, je pense. Ouais, semi-pro, d'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est un championnat quand même c'est des championnats qui sont intéressants, les divisions suédoises, parce que il y a quand même des histoires qui en sont sorties récemment. Graham Potter, qui est aujourd'hui l'entraîneur de Brighton, s'est fait connaître, je crois, avec Östersund, je crois qu'il était en 3e division, un truc comme ça, suédoise, et je lisais pas mal d'articles aussi. Et je sais pas si t'en as croisé dans ton équipe, mais tu m'as déjà parlé d'un Coréen, et je crois que tu parles d'un Polonais aussi. Un Canadien, un Polonais, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Et je crois qu'il y a pas mal d'anglais aussi, non ? Il y a beaucoup, en fait, ça attire beaucoup d'étrangers, la Suède, parce que pour le coup, ils payent, tu vois. Genre là, même là, on est en 4e division, et ils payent. À la différence de la Finlande, par exemple. Mais, bien sûr. Putain, je sais plus ce que je voulais te dire, pardon, sur la Suède. Non, mais ouais, il y a plein d'étrangers. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, je lisais vraiment que, notamment pour les Anglais, il y a un club notamment, je crois que c'est en 3e division, bref, c'est juste une anecdote, qui notamment, je crois, est entraîné par un Anglais et qui recrute que des gars qui se font recaler de clubs de Football League, notamment dans les centres, tout ça, et qui les aident en fait à se refaire un peu. À se refaire un peu, et quand ils sont bons, parfois ils peuvent avoir des bonnes histoires, remonter jusqu'en peut-être première division suédoise, des trucs comme ça. Enfin, ça c'est cool. En fait, c'est que l'agent, je me rappelle, il m'avait vendu le truc en mode, certes c'est la 4e division, alors que toi tu viens de 3e division en Finlande, mais la Suède c'est plus fort que la Finlande, donc l'un dans l'autre ça se vaut et tout. Mais sauf que après, quand j'ai vu la manière dont c'était médiatisé, moi je trouvais que finalement ça se valait pas, quoi. Peut-être qu'au niveau du niveau ça se valait, même si j'en ai pas eu l'impression lors de mon essai. Mon club m'a pas paru très très bon, tu vois. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de pas accepter leur offre, même si au final elle était quand même plutôt alléchante, mais je me voyais pas, non seulement la médiatisation, mais en plus de ça, l'endroit où j'allais vivre me donnait pas envie du tout, tu vois. Je fais aussi ça pour kiffer. Quand j'étais en Australie, c'était trop bien. Enfin, le mieux, c'est quand même d'être dans des endroits où t'apprécies aussi ta vie à côté du foot, tu vois, parce qu'au final, t'es pas tout le temps au foot. Bien sûr. Ouais. Et du coup, comme ça s'est bien passé en Finlande, t'es retourné en Finlande, et donc t'es retourné du côté de Jyväskylä, qui est quand même, il me semble, une ville, on va dire moyenne, mais ou grande ville. Ouais, c'est top 5 des villes en Finlande. 5e, je crois, un truc comme ça, et très étudiante. J'en avais beaucoup entendu parler en fait par notre physio de mon club à Espoo, parce qu'il avait fait ses études là-bas et il m'avait vendu la ville en mode il adorait, parce que lui limite s'il pouvait y retourner vivre il y retournerait et tout. Donc je m'étais dit j'en avais entendu parler comme ça, quoi. Donc je savais que ça avait une bonne réputation. Comment ça s'est fait le contact avec ton premier club alors là-bas ? Ça s'est fait que il y a un site internet en Finlande qui est organisé par l'association de football de Finlande, qui est pour les joueurs libres en fait, qui n'ont pas de contrat.
tu payes, je crois, 40 € à l'année, et ça joue un peu le rôle d'agent, ce site internet. Ça répertorie les joueurs qui n'ont pas de contrat sur leur site, et tous les clubs peuvent aller voir, et ça te met ta vidéo, tes statistiques, etc. Ah, c'est génial, ça. Ouais, c'est super. Bon, quand tu vois, je me suis enregistré dessus, je me suis dit, bon, je sais pas ce que ça va donner, ça coûte 40 €, autant le tenter, tu vois, tant qu'à faire, si ça m'apporte un truc. Et finalement, j'ai reçu pas mal de messages de coach, donc comme quoi le truc était assez, ça marchait plutôt bien. Et notamment, JJK, le club qui m'a recruté, c'est là qu'ils m'ont sollicité la première fois, ils m'ont trouvé là-dessus, quoi. Et ils m'ont envoyé un message, on a vu ton profil, ça nous intéresse, si tu veux venir faire un essai, avec plaisir. Du coup, tu te retrouves à faire un essai donc au JJK, donc le club historique, on va dire, de la ville de Jyväskylä, c'est ça. Et c'est en 3e division. 3e division, ouais. J'avais pas réussi à trouver plus haut finalement, mais donc j'arrive là, et c'est quand même un monde de différence avec l'essai que j'ai fait en Suède, par exemple, parce que déjà j'arrive, le club me prend en charge à l'hôtel, tu vois, pendant toute la durée de l'essai, donc ça fait plaisir d'enfin avoir un vrai endroit pour dormir, etc. Et puis même le club, il a quand même une super réputation, ils ont des très bons réseaux sociaux, parce qu'ils étaient en 1re division il y a à peine 3 ans, tu vois, ils ont même eu un petit parcours en Coupe d'Europe il y a quelques années, donc c'est un club tout le monde connaît en Finlande à peu près, tu vois, c'est quand même un grand club de Finlande, historiquement, même si aujourd'hui c'est plus ce que c'était, c'est quand même, ils ont une bonne réputation. Et du coup, tu signes là-bas, mais il se passe quelque chose, il y a un imprévu quasiment directement après ta signature. Ça arrive trop vite, en fait. C'est l'entraîneur qui m'a fait venir. C'était un nouveau coach dans ce club. Donc c'est lui qui m'avait contacté. À l'époque, j'étais encore en France et il m'avait envoyé le SMS et tout. Et donc je fais l'essai. C'est lui qui fait la validation de me signer aussi après m'avoir vu à l'essai. Et malheureusement, en fait, je comprends au fur et à mesure que les joueurs n'apprécient pas sa manière de travailler, ils n'aiment pas les entraînements et tout. Et le groupe de cette équipe JJK, c'est vraiment un groupe de joueurs, une base solide qui est là depuis un moment, tu vois. C'est un peu eux qui font la loi, tu vois, dans le club. Donc concrètement, ils ont dit au directeur du club que l'entraîneur leur convenait pas. Au final, l'entraîneur s'est fait virer avant même qu'on ait pu commencer le championnat, tu vois. Il a pas joué un match officiel, le coach, au final, quoi. Bon, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre, du coup, parce que c'était lui qui m'avait fait signer. Moi, quand il était là, pendant tous les matchs amicaux de pré-saison qu'on a fait, il me faisait jouer à fond, 90 minutes et tout. Donc ça semblait super, tu vois. Et en fait, malheureusement, ce qui s'est passé pour moi, c'est que le mec qu'ils ont mis pour le remplacer, c'était un coach qui était au club depuis, je sais pas, une 30aine d'années, qui s'occupait un peu des jeunes, de l'académie et tout, mais qui avait encore jamais coaché les seniors. Et du coup, lui, il arrive et il connaissait tous les joueurs comme si c'était ses enfants quelque part, parce qu'il les avait eu à l'époque, il était en plus prof de PS, donc il les avait eu en sport, plus au foot, tu vois. Donc vraiment, il connaissait tout le monde super bien. Et le truc, c'est qu'il était anglais. Donc moi, au début, je me suis dit, bon, il est anglais, moi, je suis français, on est tous les deux dans un pays étranger, peut-être ça peut coller, tu vois, peut-être qu'il va me comprendre. Et au final, pas du tout, parce que le mec était limite plus finlandais que les Finlandais, et lui, sa politique, c'était absolument, je fais jouer les jeunes du club de la ville, et voilà. Et si tu veux jouer alors que t'es un étranger, t'as intérêt à être 100 fois meilleur que tout le monde ici, et pour moi, c'est pas le cas. Donc très vite, il m'a mis premier match, il m'a mis en fait remplaçant. Et 3 matchs suivants, même pas dans l'équipe, en fait. Donc ça, c'était, alors que je venais de signer, le club m'avait fait des interviews, tu vois, donc c'était incompréhensible, en fait. Et vraiment, à l'entraînement, j'étais pas non plus, j'étais pas mauvais, tu vois. Enfin, ok, à la limite, tu peux me mettre sur le banc, mais me sortir de l'équipe complètement, je vivais ça comme une grosse injustice, et je comprenais pas, et j'ai compris que je pouvais pas rester là, en fait. Tant qu'il y avait cet entraîneur, il me barrait la route. Et moi, ce qui m'intéresse là sur cette situation, parce qu'on va parler vite fait après comment tu t'en es sorti, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ton mental à ce moment-là, en fait. Tu vois, c'est comment tu dis pas. Bon, on s'en fout, hein, c'est un podcast, mais je t'appelle le gars, je me dis merde, t'as pour une fois que je trouve enfin un truc qui a l'air bien, et on me l'enlève presque. Et comment t'arrives mentalement à survivre, à vivre ça, en fait, à passer à travers ça? Je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de est-ce que j'arrête et je retourne en France et je vais faire du journalisme, tu vois. C'était parce que je sais que c'est quelque chose qui me plaît aussi, et je me disais bon peut-être que finalement là j'en ai marre, ça m'apporte beaucoup plus de galères le foot là en ce moment que de plaisir. Donc est-ce que ça vaut pas plus le coup de rentrer et d'essayer d'être journaliste et sportif, et peut-être que je serais bien plus heureux là-bas finalement, tu vois. À ce moment-là, c'est ça que je me dis, et je me demande si ça vaut encore le coup de continuer, de repartir dans des démarches, de chercher un nouveau club, etc. Et bon, finalement j'ai eu de la chance que dans ma ville il y a un autre club
et du coup ça a pu se faire assez rapidement et assez facilement sans que j'ai besoin de déménager de l'appartement dans lequel je venais d'emménager, donc ça aurait été encore des galères administratives et tout, tu vois. Donc tout ça a fait que ça a pu se goupiller assez rapidement et assez facilement, et ça m'a permis de pas trop cogiter longtemps. J'ai eu la chance aussi que l'autre club soit enclin à me recruter, ils avaient des besoins à mon poste, tu vois. Donc ça s'est plutôt bien goupillé, heureusement pour moi. Mais j'étais pas loin d'arrêter, je te jure qu'à ce moment-là, Parce que, tu vois, c'est ça dont j'ai un peu envie de parler avec toi aussi, tu vois, bien sûr que tout le monde, la plupart des fans de foot, et moi y compris, tu vois, on se dit, ah ouais, les professionnels, enfin, tu vois, enfin, on s'imagine bien sûr la vie des pros, mais les pros de Ligue 1, de Première Ligue, machin, ça, quand on pense aux footballeurs professionnels, mais ce que les gens, beaucoup ignorent ou oublient, en tout cas, c'est qu'en fait, 90% des pros, c'est des gens comme toi, en fait. C'est-à-dire qui jouent dans des petites divisions et qui, en gros, quasiment chaque saison, votre carrière, elle est un peu en pointillé parce que tu sais pas si tu vas la continuer, c'est pas sur des opportunités et où tu vas devoir aller pour pouvoir les jouer, et je trouve ça moi je trouve qu'il faut avoir un énorme mental pour continuer ça. C'est quoi. exactement Donc, ça. À chaque moment de fin de saison, ça devient une période qui est super stressante. Tu sais pas ce que tu vas faire la saison suivante. Voilà, c'est ce que tu as dit. Et j'ai rencontré pas mal de Français aussi qui sont dans mon championnat, tu vois. On est tous dans des situations où on galère. Financièrement, c'est pas facile tous les jours, tu vois. Moi, j'ai 25 ans, je commence à arriver à un âge où tous mes potes, ils sont en train de signer leur premier CDI, ils commencent à avoir des vrais salaires. Toi, tu te dis, putain, à 25 ans, je suis encore là à galérer de thunes et tout. Mais en fait, ce qui te fait faire ça, c'est que quelque part, tu as l'espoir que tu vas réussir à aller plus haut et que ça va enfin mieux marcher et que tu vas mieux gagner, tu vois. Mais ouais, c'est pas facile toujours. Après, tu as aussi l'éloignement quand tu es à l'étranger, t'es un peu isolé de tout le monde, ta famille, tes potes. Ouais, j'avoue, ça aussi, c'est autre chose que je connais personnellement pour avoir vécu 5 ans et demi en Angleterre. Donc ouais, ouais, je comprends, c'est pas facile. Mais au final, bon là, il y a un peu, on va dire, une sorte de happy end parce que du coup, tu trouves ce club et tout se passe, ça se passe plutôt bien. Bah écoute, j'ai eu de la chance. Au final, j'ai fait le bon choix d'aller dans ce nouveau club, Vajakowski, donc qui était l'autre club de la ville, moins historique, mais qui est pas mal aussi, une bonne communauté de fans. Et donc j'y suis allé et finalement, ça s'est bien passé. J'ai eu du temps de jeu, de la confiance du coach pour le coup, directement. On a eu une bonne discussion. Le mec a été super réglo avec moi. Et là, voilà, on arrive sur la fin de saison. J'ai une saison qui est... Ouais, depuis que j'ai commencé mon parcours de footballeur, je dirais que c'est ma meilleure saison pour l'instant. Donc, Australie et Espo y compris, tu vois. Mais l'Angleterre, n'en parlons pas. Mais voilà. Donc, c'est pas non, ça reste, c'est pas exceptionnel. J'ai pas fait une saison où j'ai mis 15 buts et j'ai cassé la baraque, mais c'est plutôt régulier et je fais mes meilleures statistiques. Donc, et ce qui est génial dans ce nouveau club, en fait, et ça, c'est un détail qui fait toute la différence pour moi, c'est qu'on a un mec qui nous fait c'est un passionné, je crois qu'il est bénévole dans notre club en plus. Il nous fait des vidéos, highlights de tous nos matchs et il met des caméras un peu dans tous les angles. Et du coup, je me retrouve à avoir une vidéo comme un joueur de Ligue 1 limite, tu vois, où genre tout est super bien filmé. Et c'est vraiment rarement le cas à ce niveau-là, où parfois tu fais une bonne action, mais t'es du mauvais côté de la caméra, donc on la voit pas dans ta vidéo, tu peux pas la mettre et tout. Là, non, il y a tout qui est là, et ça, c'est une vraie chance qu'on a, tu vois. Un vrai plus, quoi. Et du coup, alors, pour parler comme un pro, mais j'imagine, je pense que je connais la réponse. Est-ce que t'as une option d'achat dans ton prêt? Je sais pas si une option d'achat, je pense pas, parce que c'est un contrat d'une saison dans tous les cas, donc je serai libre à la fin de la saison, tu vois. Donc je pense qu'ils s'ils veulent, après ils peuvent me prolonger. Mais c'est quoi votre situation? Donc là, t'es toujours en 3ème division, t'es dans le même groupe en plus que ton club, le club auquel t'appartiens, c'est ça? Vous en êtes où là au niveau du classement? Comment ça se passe? On est 4ème, il reste 3 matchs. Et donc le champion, ça y est, ils sont déjà champions, ils ont gagné. C'était une réserve d'équipes pro qui ont un budget limite illimité, quoi, donc c'était logique. Mais derrière, pour la 2ème, 3ème place, ça se tape. Donc il y a nous, et il y a JJK, mon ancien club, et une autre équipe. Mais jusqu'au bout, ça va se jouer. Et... Bon, après, la 2ème place, elle est juste honorifique parce qu'en soi, il n'y a que le premier qui monte, tu vois. Donc, ah, d'accord, donc il n'y a plus de promotion là, non, malheureusement. Nous, on sait que notre club ne montera pas. Mais c'est juste. Et après, il y a la rivalité de la ville aussi, donc les deux clubs veulent finir devant l'autre, tu vois. Bien sûr. Malheureusement, toi, t'as pas pu jouer les derbys, c'est ça, parce que dans ton prêt, du coup, il y avait cette option qui disait que tu pouvais pas jouer contre le club auquel t'appartiens. Apparemment, c'est dans les règles de la fédération de football finlandaise. Donc, j'étais dégoûté vraiment parce que. Première chose qu'on m'a dit quand j'ai signé dans mon club à Jyväskylä la première fois, c'était tu vas voir le derby, tu vas te régaler et tout, tu vas voir le monde qui vient et tout pour un match de 3ème division, c'est incroyable. Et effectivement, c'est le match de l'année, tu vois, que tout le monde attend. Et en plus, c'est arrivé deux semaines d'affilée, genre aller-retour, le hasard du calendrier. Et du coup, j'ai fait ni l'un ni l'autre, quoi. C'était bien dommage. Et là, du coup, donc tu travailles quand même aussi, hein, c'est ça en même temps. Alors j'ai bossé à côté.
Et là, après, donc ça s'est terminé. J'ai fait un peu de déménageur, donc c'était pas ouf. Et là, ce que je fais en ce moment, c'est que un programme d'immigration organisé par le gouvernement, en gros, j'apprends le finlandais et le finnois, pardon, et je suis payé pour ça, en gros. Donc là, mon quotidien en ce moment, c'est très intense. C'est 4h30 de finlandais tous les jours. Et après, l'après-midi, entraînement en général. Mais ça me convient bien parce que je suis content d'enfin apprendre le finnois. En plus, j'ai une copine finlandaise, donc c'est cool. Et puis, depuis le temps que je suis dans ce pays, quand même, ça m'embêtait de baragouiner juste 2-3 mots. Tu vois, ça fait plaisir de pouvoir un peu communiquer et puis comprendre l'entraîneur un peu mieux aussi, quoi. Et du coup, j'allais dire, finalement, t'as fait quoi, 2 saisons? Enfin, ça fait quoi, 2 ans en gros que t'es en Finlande? Deuxième saison. C'est un peu le pays dans lequel t'es plus resté pour l'instant de ta carrière. Et qu'est-ce qui te plaît en Finlande, en dehors du foot? Alors, tu vois, si j'avais pu repartir après Espoo en Asie, je l'aurais fait par exemple. J'ai pas un énorme coup de cœur pour la Finlande. C'est juste que ce qui me plaît, c'est qu'ils m'ont donné ma chance et que j'ai eu l'opportunité de jouer ici. Et ce qui me plaît, c'est que tu peux bien te montrer, et par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure avec tous les transfert market et tout. Si tu as vraiment des objectifs de développer ta carrière, ça peut être un bon tremplin, je pense, de ce championnat, tu vois. Alors par contre, faut pas espérer te faire de l'argent ici, parce que pour le coup, la Finlande, c'est un des pays qui paye le moins bien, j'ai l'impression, même en première division, tu vois, des retours d'expérience que j'ai eu. Et je reçois très souvent des messages de mecs qui me disent que je connais pas, tu vois, ils me demandent comment tu peux m'aider à avoir un essai ici, tu peux m'aider à avoir un essai en Finlande. Et après, quand ils me demandent tu gagnes combien un peu, et, tu vois, genre quand ils connaissent vraiment les trucs, ils font ah non, ça m'intéresse pas, je gagne mieux en France, je sais pas quoi, voilà. Tu vois, donc en fait, si tu viens ici, moi ce qui me plaît ici, c'est pas pour l'argent, quoi. C'est pour toi savoir que tu vas essayer de développer ta carrière et de le prendre comme un tremplin, en fait. Et du coup, j'allais te poser un peu la même question que pour l'Australie. Au niveau de la culture foot, c'est comment? Ça s'est vachement développé avec leur première qualification pour l'Euro 2020 là, et c'est en pleine, je dirais que c'est en pleine augmentation. De plus en plus, j'ai l'impression je crois qu'il y a eu pas mal de nouveaux licenciés et tout après l'Euro. Ils regardent beaucoup la première ligue en fait ici, beaucoup plus que leur championnat local une nouvelle fois. Le championnat local est pas énormément suivi, mais non, c'est un sport, ça vient après le hockey sur glace ici, tu vois, quand même. C'est le hockey qui est le sport numéro 1, mais je dirais que c'est le deuxième sport, tu vois. C'est soit les garçons, enfin les enfants, ils font soit du hockey, soit du foot, quoi, en général. Est-ce que tu considères que tu as atteint ton rêve encore ou pas? Non, toujours pas, parce que je vis toujours pas du foot à 100%. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu être le cas en Suède, mais même là, je me serais pas senti footballeur pro parce que les conditions, ça faisait pas pro à mes yeux, tu vois. Mais là, écoute, je suis en train de préparer ma vidéo de highlights de fin de saison pour essayer de rebondir l'année prochaine. Et on verra, j'ai bon espoir de pouvoir grimper en niveau à l'issue de cette saison. J'espère que ça va pouvoir se faire. Et on verra si à terme j'atteins enfin mon objectif mais pour l'instant non, je me considère pas comme ça y est, j'ai réussi ce que je voulais faire. Je suis sur la bonne voie, on va dire, mais c'est pas fait, quoi. Mais tu veux, dans ton idée, dans ta tête, tu veux continuer comme ça, tu veux continuer à essayer de faire ça encore quelques années. Avant de signer à Vajakovski, là, je t'ai dit, j'ai limite eu envie d'arrêter, mais là, la bonne saison que je suis en train de faire, ça m'a remotivé à fond et tu vois, ça me donne envie de rebondir encore, quoi. Il y a un pays dont tu rêves? Ouais, l'Asie, un pays en particulier, je sais pas, je dirais peut-être l'Indonésie, parce que pour avoir vu D'accord. J'ai eu un coéquipier à Singapour qui avait après signé en Indonésie et j'avais vu quelques stories quand il allait jouer dans les stades là-bas, des trucs absolument incroyables, de 60 000 personnes, des mecs complètement fous, alors qu'on sait rien du football indonésien, mais en fait là-bas pour le coup ils sont archi fans. Milieu ultra très fort, enfin c'est très intense là-bas, c'est très intense. Je lisais dans le dernier livre d'un journaliste qui s'appelle James Montag qui est sur les ultras, et il parle des ultras indonésiens et il fait un reportage avec eux. C'est très violent et c'est très intense. C'est des documentaires qui traînent sur le net sur les ultras. Moi c'est ce qui me fait rêver, c'est de jouer dans des stades pleins, dans des ambiances incroyables, tu vois. Ce qui me manque encore aujourd'hui, c'est ça, on joue dans des stades, ça sonne à moitié vide tout le temps, il y a pas trop d'ambiance, tu vois, même si on a 3-4 supporters qui nous suivent partout, ils sont un peu fous mais ça fait pas beaucoup de bruit. Donc voilà, l'Indonésie, ouais, ça me ferait bien rêver, mais l'Asie en général, je dirais, non seulement pour ça, les supporters, en plus tu peux bien gagner ta vie, et surtout les conditions de vie là-bas en Asie, c'est un peu paradisiaque, je trouve. Donc ça me tenterait bien de pouvoir réussir à m'y imposer un de ces 4 fois. Ma dernière question, du coup, c'est quoi le truc dans toutes ces années, ces 4-5 années de pérégrination un peu partout dans le monde déjà pour essayer d'atteindre ton rêve d'être pro, c'est quoi l'histoire la plus folle que tu as vécue? Bonne question. Écoute, je crois que celle qui me vient directement en tête, c'est très récent, c'était en Suède là. Et c'est quand j'ai voulu me barrer en fait de cet essai. Donc je t'ai expliqué le périple que c'était pour atteindre cette ville, donc pour repartir, pareil.
Et en fait, voilà, je te le raconte, il fallait prendre 3 bus pour retourner à Karlstad, pour ensuite prendre un train pour arriver à Stockholm et ensuite prendre l'avion pour rentrer en France. Et j'ai raté un de ces 3 bus. Donc le problème, c'est qu'une fois que tu l'as raté, tu te retrouves coincé au milieu de nulle part. Il y a un bus par jour, donc si tu l'as raté, t'es mort, quoi. Tu peux pas prendre le suivant qui t'emmène à la suite de ton étape. Et donc il s'avère que je rate mon 2e bus, je crois. Je me retrouve au milieu de nulle part en Suède, je sais pas où je suis, je connais personne. J'appelle des mecs du club, ils me disent on est trop loin, on peut pas venir te chercher, enfin là c'est pas possible et tout. La nuit va tomber, moi j'ai mon train, je vais le rater et tout, tu vois. Donc j'essaye de faire du stop, ça marche pas, je ne peux pas prendre. Et à un moment donné, en fait, il y a une femme qui débarque, elle me voit en train de faire du stop. Ça fait bien un quart d'heure que je suis en train de faire du stop, tu vois, je me gèle, en plus il fait super froid, on est en hiver en Suède et tout. Et la femme, elle débarque et elle me dit excuse-moi, je t'ai vu faire du stop depuis un moment là, depuis ma fenêtre parce que j'habite pas loin. Et tu sais, faut pas faire ça ici. Enfin, je sais pas d'où tu viens, mais en Suède, ça marche pas. Le stop, on fait pas ça. On va te retrouver dans un buisson demain violet si tu continues à faire du stop et tout. Elle vient me dire ça, ok, trop bizarre. Et ensuite, elle me dit, tu veux pas venir chez moi là, de toute façon, la nuit va tomber. Tu vois, tu prendras ton bus demain et tout. Moi, je savais qu'il y avait un dernier bus qui arrivait très tard dans la nuit. Je voulais absolument pas le rater. Donc je lui dis non, vous inquiétez pas, c'est gentil, je vais attendre et tout. Et en fait la femme me dit mais non mais viens au moins prendre un thé chaud, viens te réchauffer et tout à la maison. Donc j'accepte, je finis par la suivre avec ma grosse valise dans le froid et tout. Je monte dans son appartement et là quand j'arrive donc je passe aux toilettes vite fait et pendant que je suis aux toilettes je l'entends qui marmonne toute seule dans sa cuisine et tout, super bizarre. Et là en fait il y a une ambiance hyper bizarre dans l'appartement, tu vois. Et ensuite je sors, je m'installe dans le salon et là elle me prend 2 coussins comme ça, elle me dit voilà je te présente je sais plus, un truc en mode Brad Pitt et un autre acteur hollywoodien, tu vois. Mais au début je me disais elle se fout de ma gueule quoi, et en fait elle est très 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 premier degré. Elle commence à me montrer des messages qu'elle a avec Brad Pitt, un mec sur son téléphone qui s'appelle Brad Pitt et tout, genre super chelou, la meuf, une psychopathe. Au fur et à mesure je remarque qu'elle a un bracelet avec marqué hôpital comme ça, tu vois, sur son poignet. Elle a vraiment une histoire de malade. Elle me dit tu sais moi je devais me marier avec Keanu Reeves, ouais c'est ça, c'était Keanu Reeves, je devais me marier avec lui et tout mais ça l'a pas fait. Bref, des histoires à dormir debout. Et elle me sert un thé, tu vois, je me dis j'ai peur qu'elle m'empoisonne ou je sais pas ce qu'elle va faire. Et au final j'ai vraiment écourté, je dis il y a mon bus qui arrive, faut que je parte. Elle m'a laissé repartir, mais je peux te dire que franchement je me suis tapé un coup de pression. J'étais tout seul en Suède au milieu de nulle part, enfin mes parents à ce moment ils savaient pas exactement où j'étais et tout, tu vois. Je me suis dit personne n'est au courant s'il m'arrive un truc, et elle m'a fait un peu flipper, j'avoue. Et j'ai réussi à partir et prendre mon bus et partir le plus loin possible quoi, mais sur le coup j'étais gros coup de pression, trop bizarre. C'est dingue ce que les histoires ce que le foot peut te... ça t'emmène dans les endroits parfois tu t'y attends pas du tout. C'est incroyable. En tout cas, déjà merci pour tout ce que tu viens de nous raconter. Je trouve que c'est vraiment bien et ça va avec un peu l'histoire de Football Campagne. Tu vois, tu suis ta passion et ça t'amène justement à découvrir des pays, des cultures et d'autres foot aussi, et je trouve ça génial. Et puis on va te souhaiter... je vais te souhaiter, mais au nom de Football Campagne avec Jérémy. D'ailleurs, j'invite les gens à aller lire l'interview que tu avais fait avec nous il y a 3 ans. Ouais. Où tu parlais un peu justement de tes débuts. Ma première interview. Voilà, c'est génial en plus. Et du coup, en Australie, tu parles beaucoup de l'Australie. Donc je vais inviter les gens à aller suivre ta chaîne YouTube. C'est Antoine Lemarié, c'est ça? Il faut juste taper ça. Antoine Lemarié, c'est ça. Et ton compte Instagram aussi, tu peux nous le donner s'il te plaît? Antoine Lemarié 9. Ok. Donc voilà, où tu détailles beaucoup ta vie de footballeur pro un peu partout dans le monde. Et puis on va te souhaiter bonne chance et espérer que tu puisses aller peut-être en Asie, ou en tout cas peut-être enfin atteindre ton rêve de devenir footballeur pro. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup. On te remercie et puis on se dit à une prochaine sur Football Campagne. Merci beaucoup Adrien, bonne soirée. On remercie Antoine Lemarié d'avoir pris son temps pour partager son histoire. N'hésitez pas à le suivre sur YouTube et Instagram. Pensez à suivre Derrière la main courante sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. On se retrouve bientôt derrière la main courante. Salut!